chers Follett, Kate Mosse, Jojo Moyes, lecteurs, chers partenaires et éditeurs, chères enseignantes, chers enseignants, chères étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs qui nous rejoignez aujourd'hui à Sciences Po. Bienvenue dans notre institution qui a le plaisir d'accueillir un événement tout à fait exceptionnel, le Follett Friendship Tour. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue aux écrivains au cœur de cette soirée. Dear writers, what a pleasure and an honor to welcome you today in Sciences Po. Thank you for sharing with us such an encounter. Your literary careers, your works are inspirational. You are all renowned authors translated in dozens and dozens of languages with readers across the world. France is no exception. And we know that you have tied strong links with our country as well, with its history, its writers, or whether it be through mentions in your books. Notre Dame, as you know, dear Follett, is only a few yards away from Sciences Po. Thank you so much for having created that friendship tour, to which we jumped on board with enthusiasm. You're here with us today to share a moment in which literature, the impact of words, the power of imagination, the intertwining of reality and fiction are going to be placed at the core of your talk, and also of your interactions with the students who have prepared your coming with as much thrill as enthusiasm. Your visit here is in fact more than an honor for Sciences Po, and has a profound meaning for us, and I would like to briefly explain why. I know that some of you are francophones. I'll thus switch back to French for the audience who doesn't master the English language, and I take this opportunity to thank the translators accompanying you. Si nous croyons que votre présence aujourd'hui parmi nous représente un symbole particulièrement fort, c'est également que nous sommes convaincus que vos styles littéraires, vos choix narratifs, vos conceptions de la littérature font écho à un principe pédagogique qui se situe au cœur de notre institution. Nous avons en effet créé en début de cette année 2019 à Sciences Po un centre d'écriture et de rhétorique et sa chaire d'écrivains en résidence. Le fondement de ce centre est de permettre à nos étudiants d'affiner le décryptage des discours, de s'emparer de la langue pour laisser éclore et développer leur créativité. Nous croyons à Sciences Po que la diversité d'approches est fondamentale, que les croisements forment la richesse de la réflexion et de la pédagogie. La littérature facilite l'ouverture à la diversité des réalités. Nous sommes convaincus qu'il est fondamental de savoir multiplier les regards sur le monde pour mieux trouver des chemins de compréhension de ce qui nous entoure, de compréhension de l'autre. Les étudiantes et étudiants ne sont pas simplement les heureux bénéficiaires des enseignements du Centre d'écriture et de rhétorique. Au-delà de prendre la plume, ils sont actifs dans les échanges autour de ces sujets. 4 d'entre eux, Anthony, Diandra, Eva et Sarah, ont préparé avec soin les questions qu'ils souhaitent vous poser ce soir et se font ainsi les messagers de leurs camarades. Le semestre s'achève ici à Sciences Po. Porté par la dynamique de cet échange littéraire tout à fait unique, nous sommes heureux de partager avec vous l'annonce du nom du prochain titulaire de la chaire d'écrivains en résidence, une chaire soutenue par Fnac Darty et la Fondation Sino del Duca. Après Kamel Daoud et Marie Dariussec, c'est l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau qui nous rejoindra en janvier. Son nom rime avec l'alchimie du style, le lien entre différentes traditions, avec les méandres de l'imaginaire. C'est un écho à ce que nous allons vivre ce soir grâce à vous. Merci, cher Follett, d'avoir créé une telle initiative et d'avoir accepté non seulement de la mener entre nos murs, mais également de clôturer ce Friendship Tour ici à Paris et à Sciences Po. Dear Follett, Kate Mosse, Jojo Moyes, lecteurs, I wish you a wonderful dialogue with our students, faculty, and also the audience who joined us so as to meet you in Sciences Po. Permettez-moi de remercier enfin les éditeurs et traducteurs des écrivains présents avec nous ce soir, les éditions Robert Laffont, le livre de poche, Brajlon, Kalman-Lévy, Sonatine. Merci également aux interprètes qui les accompagneront et qui permettent ainsi à un public non anglophone de participer à cet échange. Enfin, un merci tout particulier aux éditions Robert Laffont, tout spécialement à Céline Chifflet
et à Fnac Darty, qui ont été à l'origine de l'organisation de cet événement à Sciences Po. J'invite M. Benjamin Perret, directeur de la communication et des affaires publiques de Fnac Darty, à me rejoindre et vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Good evening to everyone. C'est très intimidant d'être là et je vous promets que je ne serai pas long. Simplement, je voulais vous dire que je suis très heureux d'avoir quelques mots au nom de la FNAC, premier libraire de France. J'en redirai quelques mots ensuite. Et vous dire à quel point nous sommes très heureux d'être partenaires de la chaire écrivains en résidence et d'être là ce soir et d'avoir permis à notre place l'organisation de cet événement. Je remercie également chaleureusement les éditeurs qui ont permis cet événement, les équipes de Robert Laffont, les équipes de Kalman Levy, les équipes de Milady, de Sonatine, du Livre de Poche. Merci aux équipes de Sciences Po qui ont aussi joué un rôle très important pour la soirée, aux équipes de la FNAC qui font toujours cela avec passion. Avant d'accueillir nos invités prestigieux, juste un mot sur la FNAC, sur pourquoi on est là ce soir, ou plutôt un chiffre. La FNAC, elle croit à la rencontre entre les écrivains et leurs lecteurs. Chaque année, nous organisons plus de 1000 événements autour d'écrivains dans nos magasins. La rencontre directe, la signature, l'échange, pour susciter la curiosité. Nous croyons à cette rencontre et nous sommes vraiment très heureux de nous associer à cette rencontre exceptionnelle ce soir. Un mot cependant, malheureusement, en tant que libraire, en tant que distributeur, ce que l'on constate aussi chaque semaine, c'est des tentatives, des tentations de restreindre le choix des gens, par des appels à la censure, par des appels au déréférencement, et aussi même, pardon pour le mélange des genres, mais l'émergence peut-être parfois trop forte de certains algorithmes qui nous entretiennent dans l'illusion d'un choix. L'algorithme ne nous élargit pas le choix, il a tendance parfois à le réduire. Nous sommes convaincus à la FNAC que notre mission, ce n'est pas de vous conseiller de lire uniquement ce qui ressemble à ce que vous avez déjà lu. Nous pensons que par la curiosité, on doit vous ouvrir à de nouvelles personnes et à de nouveaux sujets. Et je crois que c'est évoqué brillamment dans le manifeste que l'on va évoquer ce soir. Aujourd'hui, pour nous, c'est en effet un défi, pour les distributeurs, pour les consommateurs, pour les citoyens, d'arriver à s'ouvrir. Le sujet de ce soir, c'est en effet de s'ouvrir à d'autres idées, d'élargir le choix des lecteurs, le choix des citoyens. Alors, le Friendship Tour, il vise à nous parler de littérature, de la puissance des livres, d'Europe, d'amitié. C'est le programme de ce soir, et je laisse la parole une nouvelle fois à Delphine. Et sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Follett, Kate Mosse. Madame, welcome. Merci de venir. We are very happy to see you. When you begin as a writer, you think of a story, you imagine some characters, you type it all out, and then you want people to read it. So you send your typescript to a publisher, maison d'édition. And normally, the publisher sends it back with a letter saying very politely, no one wants to read this. Quand on veut devenir écrivain, on commence par trouver une histoire, on imagine des personnages, on tape tout ça sur son ordinateur ou sa machine, et puis ensuite on a envie de trouver des lecteurs. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on envoie ce tapuscrit à une maison d'édition, et puis généralement on reçoit une lettre qui dit très poliment que personne n'a envie de lire cette histoire. So maybe you try again and write another novel. But all of this time, you long for people to read it. You desire those readers. Donc peut-être que vous allez faire une nouvelle tentative, écrire un autre roman, mais tout ce temps-là, ce que vous désirez profondément, c'est d'avoir des lecteurs. And if finally a publisher says, yes, I will publish your book, and then you see it in the bookstore, and then you see somebody reading it on the train, you are so happy to have those readers. Et quand enfin un éditeur finit par vous dire oui, et que votre livre atterrit dans une librairie, et que vous voyez quelqu'un dans le train en train de le lire, à ce moment-là, vous êtes profondément heureux d'avoir ces lecteurs.
that feeling never goes away. And the four of us are very proud that we have millions of readers in France, Italy, Spain, Germany, and other European countries who read us in their own language in translation. Et cette sensation-là, elle ne disparaît jamais, et nous sommes tous les quatre ici extrêmement fiers d'avoir des millions de lecteurs ici en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les pays européens, qui nous lisent dans leur propre langue. But now a bad thing has happened. Our country has said to you, we don't want to be in your club. We are British. We are okay on our own. Mais maintenant, voilà ce qui se passe. Notre pays est littéralement en train de vous déclarer on n'a pas envie de faire partie de votre club à vous. On est britannique et on est très bien tout seul. And so we have made this friendship tour to say to all of our readers in other European countries, we still love you. Nous avons donc fait... Nous avons donc fait cette tournée pour vous dire à vous tous nos lecteurs européens que nous vous aimons toujours. When I woke up on the morning of the result of the referendum, I wept, partly from shock, but also grief, because I couldn't believe that the country I had grown up in, the country in which I had always considered myself European, had suddenly become this insular, strange, alien place. And I think a lot of people in my country feel the same way. So when Ken suggested this tour, I leapt at the chance as a way of saying that even though politicians seem to be determined against all sensible evidence to separate us from the rest of Europe, we wanted to reaffirm our cultural, our personal, our emotional, our spiritual links to Europe, and to say to you that the politicians do not represent us. In fact, they probably represent fewer than we think. Can I give you a book from France, from my own? C'est gentil, merci bien. There's a letter. Vous êtes gentil, merci. Et alors, voilà, quand moi je me suis réveillée en fait le matin des résultats du référendum, j'ai pleuré en fait. J'ai pleuré parce que j'étais à la fois choquée et extrêmement peinée que ce pays dans lequel j'avais grandi, qui pour moi avait toujours été européen, décidait tout d'un coup de devenir un endroit insulaire, isolé, étranger. Hein, et je crois que beaucoup de gens ont pensé la même chose que moi à ce moment-là. Et voilà, quand Ken Follett est venu avec cette idée de Tour de l'amitié, voilà, et même si les politiciens semblent absolument déterminés en dépit de toutes les évidences, à nous séparer du reste de l'Europe, j'ai immédiatement dit oui parce que j'ai eu envie évidemment de montrer quels étaient mes liens culturels, personnels, en termes d'idées, de spiritualité avec ce qu'était l'Europe. I am now very old. In fact, I am so old that when I was born, the Prime Minister of Britain was Winston Churchill, who was not any kind of left-wing radical. And yet, the year before I was born, he said, what we desperately need is a United States of Europe. Et je suis vieux, je suis même si vieux que l'année de ma naissance, le Premier ministre en Grande-Bretagne était Winston Churchill, un homme qu'on ne pourrait pas accuser d'être un libéral de gauche. Mais voilà, cet homme-là, un an même avant ma naissance, avait déclaré la chose suivante: ce dont nous avons le plus besoin, désespérément, c'est une Union européenne. And all my life I thought, that is the direction in which we are heading. And it will be a long road, it will be a difficult road, but we will get there. And now Britain has turned away from that solution. And we are here to say, we have no chance of affecting British policy. But what we want you to know is that what you hear from the British politicians and the British press is not what a lot of British people think. We still want to be part of your community. You are our friends.
We always want you to be our friends. And it is important to ignore what you hear on the official channels and listen to the British people who will always wish to be part of Europe. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'on allait dans cette direction-là. Je me disais que c'était un chemin difficile, que ce serait un chemin long. Mais là, tout d'un coup, la Grande-Bretagne tourne le dos à cette idée-là. Et évidemment, ce qu'on a voulu faire, c'est que même si on n'a aujourd'hui, bien sûr, aucune possibilité d'influencer nos hommes politiques, on a voulu vous montrer que nous, et avec nous, beaucoup de Britanniques pensent toujours qu'ils font partie de l'Europe au niveau de leur cœur, qu'ils sont vos amis, les amis de l'Europe, et qu'ils vont le demeurer quoi qu'il arrive. Et donc vous dire qu'il est nécessaire de ne pas écouter ce qu'on entend aujourd'hui dans la presse officielle et de la part des politiciens, mais d'écouter plutôt ce que disent les gens de Grande-Bretagne et de garder cette idée d'amitié. So our message is, especially to the younger people here who will soon be influential, please, let us in when we ask to come back. Et le message qu'on a aujourd'hui pour les jeunes qui demain seront à des postes d'importance, c'est lorsqu'on vous demandera de revenir, s'il vous plaît, laissez-nous revenir. Messieurs, dames, étudiants, étudiantes, bonsoir. I'm here because stories know no borders. Stories, it doesn't matter what language you read in or you listen in, whether you beg, borrow or steal a book, stories speak to readers everywhere. Alors moi, je suis ici parce que je pense que les histoires n'ont pas de frontières. Peu importe dans quelle langue vous lisez ou vous écoutez une histoire, peu importe que vous ayez supplié pour avoir cette histoire, que vous l'ayez empruntée, que vous l'ayez volée, les histoires parlent à tout le monde partout. And all over Europe, we know that the country borders shift and change throughout history. Ken and I are writers of historical fiction. But what we also know is that stories bring us together. And at the moment, everything that is tiny and different about who we are is being used to define who we are. But we know that through the pages of a book, we are all part of the same European family. And us four and many millions of people in England and the United Kingdom want to stay part of the European family. On sait que les frontières des pays en Europe et partout dans le monde, elles évoluent. Ken et moi, nous écrivons de la fiction historique, donc on sait à quel point elles changent au travers de l'histoire, mais on sait aussi à quel point les histoires, avec un petit H, elles rassemblent. Et aujourd'hui, on se sert des minuscules petites choses qui peuvent nous séparer pour définir une forme d'identité, mais on sait très bien, en fait, comme des millions de personnes d'ailleurs en Grande-Bretagne, qu'on appartient tous à une même famille européenne, et c'est pour ça qu'on est des millions à vouloir rester dans cette famille. And as Ken says, we love you, please keep loving us. Et comme l'a dit Ken, on vous aime, donc continuez à nous aimer, s'il vous plaît. Well, Kate seemed to imply there that it was okay to steal books. One of our sponsors this evening is Fnac. And on behalf of Fnac, I would like to say, don't steal books. No. Use the library, kids. Donc Kate a l'air de laisser entendre que c'est pas un problème de voler des livres, mais comme on est soutenu ici ce soir par la Fnac, en leur nom, j'aimerais préciser qu'il ne faut pas voler de livres. Éventuellement, faites plutôt usage des bibliothèques. But it is okay to steal ideas. Mais vous pouvez voler des idées, cependant. And that's what we all do. We are all in the same river. We all learn from each other, and we all, if a story starts in France, it can be continued in Italy or Spain or Britain. And that is the fun thing about storytelling, and that should continue. Except don't steal my ideas. I have very few anyway. Et alors, c'est vrai aussi que c'est ce qu'on fait tous, d'une certaine manière, se voler des idées. On est sur la même rivière, sur le même flot, on apprend beaucoup les uns des autres. Et ce qui est intéressant aussi avec la narration, le fait de raconter des histoires, c'est qu'une histoire qui démarre en France, elle peut évidemment être continuée en Italie ou en Espagne. Et ça fait partie du plaisir de la chose. Mais
Cependant, ne volez pas mes idées à moi parce que j'en ai pas beaucoup. I'm going to ask my colleagues one question, and then we have some questions that some students here have prepared for, and then we're going to ask you, the audience, to ask us questions, and we will do our very best to answer them. Go on, Adi. Donc, je vais poser une question à mes collègues. Ensuite, nous aurons 4 questions qui ont été préparées par des étudiants. Et puis ensuite, on vous proposera à vous, membres du public, de nous poser les questions que vous voulez et on fera de notre mieux pour y répondre. We're often asked where we get our ideas. In fact, the question is so common that some authors make jokey answers. And Stephen King says, I get my ideas at the supermarket. On nous pose souvent la question de savoir où nous trouvons nos idées. En fait, c'est une question qui est tellement courante que parfois on répond un petit peu sous forme de plaisanterie. Stephen King a dit, par exemple, moi mes idées, je les trouve au supermarché. The more interesting question is inspiration. So I'm going to ask my colleagues, what inspires them when they're writing or thinking about writing? Maybe we'll start with Lee. Donc, la question la plus intéressante, c'est celle de l'inspiration. Donc, qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez ou vous y pensez? I'm going to be extremely, extremely honest about this. Oh God. Oh, no. Alors, je vais être très honnête sur ce point-là. At the beginning, I wanted the money. Au début, je voulais l'argent. But now, what inspires me is an emotional contract with my readers. They love my books and they want more. And I would do anything not to let them down. Mais par contre, aujourd'hui, c'est un contrat émotionnel que j'ai avec mes lecteurs. Ils adorent mes livres et je ne peux évidemment pas les abandonner. Donc je suis prêt à tout faire pour leur faire plaisir. So as always, what inspires me is fear. This time, fear of disappointing people. Et comme toujours, ce qui m'inspire, c'est la peur, et cette fois-ci, la peur de décevoir. Kate. Well, all of my historical fiction are love letters to Carcassonne and Toulouse in the southwest of France. So for me, my inspiration is always about the land. And it's the idea that you can read books, you can listen to politicians, you can go to the libraries, but the truth of the people lies in the land in which they grow up. So that sense that, for me in Languedoc, in the mountains and the sky and the garrigue and the light, that you stand in that landscape and you hear the whisper of the past everywhere you are. And for me, I stand in Carcassonne and I read the history, and then there's this thing in my mind that is somebody from the past, an imaginary character from the past. So all of my work comes from there, but mostly from there, and a lot from there. Not necessarily in these shoes. Alors, toutes mes fictions historiques se situent à Carcassonne ou dans le sud-ouest de la France. Donc moi, mon inspiration, la première inspiration que j'ai, c'est le territoire, c'est ce pays. On peut lire des livres, on peut écouter les hommes politiques, on peut aller faire des recherches à la bibliothèque, mais la vérité des gens, elle repose véritablement dans le territoire sur lequel ils ont grandi, la terre qui les a vus grandir. Et pour moi, c'est donc le Languedoc, ce sont ces montagnes, ce ciel, ces lumières, la garrigue. Et c'est quand je me tiens dans ce paysage-là que j'entends murmurer les voix de personnages du passé. J'ai commencé par lire l'histoire et puis ensuite je suis dans ce paysage et là j'entends un personnage imaginaire sorti tout droit de cette histoire qui vient me parler. Et donc tout ce que j'écris en fait me vient de là, et il est imaginé avec la tête bien sûr, mais aussi avec le cœur et aussi avec les pieds, même si je ne porte pas toujours ces chaussures quand j'arpente ce territoire. Jojo. I'm inspired by real life. I was a journalist, a news journalist for 10 years, and what it left me with is the ability to see and be fascinated by stories everywhere. I mean, I always say if you put me in a room with 2 people, I could get 4 novels out of them, because if you ask the right question, there's always something fascinating about everybody's life, whether, you know, who's fallen out in their family, who doesn't speak to who, what's the big secret that nobody talks about, you know. And if you read a newspaper, it's not just the stories in the paper that interest me, it's what's behind them. So, you know, if somebody finds a murder victim in a hotel room, what happens to the chambermaid who found the body? You know, what happens to the family who didn't know that they were there? I find these things endlessly fascinating.
And I think one of the things that saddens me about the rise of internet news is you have far less chance with algorithms and news that has been selected for you to go through the tiny random things that are going to point out these little stories. I mean, my biggest book here was Avant Toi, and that came from a story I heard on the news program on the radio about a young quadriplegic whose parents had taken him to Dignitas. And what the other thing about those stories is they are always far stranger, the true life stories, than anything we can write. And quite often I will turn something down and put it in a book, and my editor will say, no one's going to believe it. Sorry, it's very long. Alors, c'est vrai que moi, mes histoires, en fait, je les prends dans la vie réelle, d'abord parce que j'ai été journaliste pendant 10 ans, donc d'une certaine manière, j'ai réussi à avoir la capacité à voir des choses, à imaginer des histoires, à être fascinée par elles, et je dis toujours que si on me met dans une même pièce avec 4 personnes, je vais réussir à sortir de là avec 4 romans. Hein. C'est toujours ce qui me fascine, c'est toutes les questions que je me pose, c'est-à-dire... Qui ne parle pas à qui dans une famille, quel est le grand secret dont personne ne parle. Hein. Et je crois que c'est pareil, en fait, lorsque je lis les journaux, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le crime en tant que tel et sa résolution, c'est comment est-ce que la femme de chambre qui a trouvé le corps a ressenti les choses, qu'est-ce que la famille qui ignorait que le défunt ou la défunte était dans cet hôtel ressent lorsqu'il découvre cette chose-là. Et il y a une chose qui me rend très très triste en fait avec Internet et cette espèce de sélection des informations qui est faite pour nous par des algorithmes, c'est qu'évidemment ça nous éloigne de toutes les petites choses. L'un de mes romans qui a eu le plus de succès ici, qui s'appelle Avant Toi, est une histoire en fait qui m'est venue de quelque chose que j'avais entendu à la radio sur un jeune tétraplégique. Et du coup, c'est toujours cette question-là, voilà, arriver à retrouver des choses, s'interroger et les rendre. Et souvent, mon éditeur me dit « Ah non, mais tu ne peux pas mettre ça parce que personne ne va croire ça. Hein » Et en fait, ce sont des faits réels. I wrote my first novel because my car broke down and it was going to cost £200 to repair it and I didn't have the money. Moi, j'ai écrit mon premier roman parce que ma voiture est tombée en panne et qu'il me fallait 200 livres pour la réparer et que je ne les avais pas. There was another reporter on the newspaper that I was working for who had written a thriller, and it was published, and we were all the reporters were very interested in this, and we asked him, how did you find time to write a novel? How did you find a publisher? And how much money did you get? Il y avait un autre journaliste là où je travaillais qui avait écrit et fait publier un thriller. Et donc on était tous très intéressés. Comment est-ce qu'il avait trouvé le temps d'écrire un livre, comment il avait trouvé un éditeur et surtout combien d'argent il avait gagné. And he said £200. Et il a répondu 200 livres. And so I went home that evening and I was married to my first wife, Mary, and I said to her, I know how I'm going to get the car back. I'm going to write a thriller. And she said, oh yeah. Et donc ce soir-là, je suis rentrée chez moi. J'étais encore à l'époque avec ma première épouse Marie et je lui ai dit, je sais comment je vais pouvoir récupérer notre voiture. Je vais écrire un thriller. Et elle m'a dit, ah ouais. So I wrote a thriller and I sent it to the same publisher and that publisher accepted it and I got £200 and the car got fixed. Donc j'ai écrit un thriller, je l'ai envoyé au même éditeur qui l'a accepté, j'ai été payé 200 livres et la voiture a été réparée. It wasn't very good and it didn't sell very many copies, but I then thought, okay, next time I'll try a bit harder. And eventually my 11th book was a bestseller. Ce livre n'était pas très très bon, il n'a pas rapporté, il ne s'est pas beaucoup vendu d'ailleurs, mais ensuite j'ai réfléchi et je me suis dit tiens, la prochaine fois je pourrais peut-être faire un peu plus d'efforts, essayer un peu plus dur, et j'ai continué et au 11e livre ça commençait à être mieux. And now let's turn to our student questioners. First of all, Anthony Chantanakon. Et donc maintenant on va se tourner vers les étudiants, la première question est celle d'Anthony. Oui. First,
First, I want to say thank you for coming to Sciences Po. It's a real honor to have you here. The Center of Writing and Rhetoric in Sciences Po welcomes famous writers such as Pierre Assouline, Kamel Daoud, or Marie Dariussec. For many Sciences Po students, it constitutes a real pleasure, a way to escape. It's a real opportunity to develop imagination. My questions are, first, how do you feel when you're writing? Secondly, how do you set balance between pleasure and discipline? And thirdly, what piece of advice would you give to a young and motivated writer so as to encourage him in this endeavor? Thank you very much. Can I answer the first bit? Est-ce que vous voulez résumer votre question? Je le fais. Vous pouvez le faire. Je peux le faire. Je vous en Alors, prie. je vais juste traduire de façon synthétique la question. Donc, les trois questions, en fait. Comment est-ce qu'on se sent quand on écrit? Quel équilibre on trouve entre le plaisir et la discipline? Et quels conseils pour un jeune écrivain? I can answer the first one, which is how do I feel when I'm writing? If I'm writing well, I'm probably crying. And that's because I find that I start off a scene with an idea of what I want the reader to feel when they're reading it, because I find that's my... And I kind of slap stuff down and then I finesse and finesse and finesse. But when I write something that's really working, if I write a big emotional scene, if I don't cry, the reader's not going to cry. So I used to share an office space in my local town. Sorry, do you want to go first? Again, become the pithy You've ones. become me. Oh, okay, so I used to share an office space, and the man who who worked next door to me didn't like me much because he once caught me trying to bounce onto his Wi-Fi. And there was one day I was writing. It was the final letter in Avant-toi, which is quite a sad letter, and it's read in a cafe in Paris. And it was going so well that I was sobbing. And every time I reread it, I cried harder, and I was so happy. And he knocked on the door, and he said, "Is everything all right?" And I said, "Yes, it's going really well." Alors, pour répondre, moi je vais répondre à la première question, c'est-à-dire comment je me sens quand j'écris. Et ben je dirais en fait que si tout se passe bien et si j'écris bien, je vais en fait pleurer, parce que c'est vrai que j'essaye d'écrire en me mettant à la place en fait du lecteur, et j'ai une espèce de manière, voilà, je mets les choses comme ça sur le papier et puis petit à petit j'affine. Et une chose est vraie, c'est que si lors de l'écriture je ne ressens pas moi-même une véritable émotion, le lecteur ne la ressentira pas non plus. Si moi je pleure pas, le lecteur ne va pas pleurer. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Je partageais un bureau en fait dans une ville où j'habitais, et il y avait un homme qui était le voisin, qui m'aimait pas beaucoup parce que je lui piquais sa connexion Wi-Fi. Et puis j'étais en train d'écrire en fait à ce moment-là la toute fin de ce roman dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Avant-toi, qui se passe à Paris d'ailleurs, et c'est une lettre qui est une lettre plutôt dure. Et au fur et à mesure que donc j'écrivais et que je faisais ce travail d'affinage, j'ai commencé par un petit peu sangloter, puis je me suis mise franchement à pleurer très fort. Et là, tout d'un coup, il a frappé à la porte en me disant « Mais est-ce que tout va bien ?» Et je lui ai dit « Oui, tout va très très bien, j'écris très bien, ça se passe bien. » I can answer the last question about what any young writers, or indeed older writers starting new, should do. Oui. Je peux répondre à la toute dernière question sur ce que les jeunes écrivains, ou même d'ailleurs nous, de vieux écrivains, devons faire. So the thing about writing a novel is this, that it doesn't go well every day. So the books that you read, we have, blood, sweat, tears to get there. And what happens when you're new to writing is that a lot of people think that you start your big novel on day one. En fait, un des trucs quand on écrit un roman, c'est que ça ne se passe pas bien tous les jours. Et les livres que vous finissez par avoir entre vos mains, ils sont arrivés là à force de sang, de sueur, de larmes pour arriver à ce résultat-là. Et en général, quand on est un nouvel écrivain, on commence en imaginant qu'on va avoir un gros roman dès le premier jour.
So my advice is this: write something every day. Treat it as you would learning an instrument or becoming fit to run the marathon, because you won't necessarily be able to sit down when you want to and write the big French novel or the big American novel, the English novel, whatever it is. So get yourself ready to write, so that when you have the time to write, you can do it. Donc mon conseil, c'est essayer d'écrire quelque chose chaque jour. Prenez ça un petit peu comme apprendre un instrument ou vous entraîner pour être capable de courir un marathon. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas choisir le moment où vous allez pouvoir vous installer et écrire ce grand roman français ou anglais ou américain ou peu importe. Donc il faut toujours être prêt à écrire et il faut toujours, quand on trouve le temps, consacrer ce temps à écrire. So that understand writing the perfect description of steam as it comes out of the kettle in the 3 minutes you've got free between getting up and leaving the house to come to university or to study. That sentence you write matters. And there's one phrase that I always have in the back of my mind, which is attributed to Picasso towards the end of his life, when he was one of the world's acknowledged greatest living painters. And a young student said to him, "Why do you still go every day to your studio to work?" And he said this: "When inspiration arrives, I want it to find me working." Donc, essayez d'apprendre à faire cette phrase, cette description, entraînez-vous à faire cette description idéale de la vapeur qui sort d'une bouilloire, par exemple, en 3 minutes le matin, entre le moment où vous vous levez et le moment où vous arrivez à la faculté, parce que cette petite phrase-là, cette petite description parfaite, elle importe aussi. Il y a toujours une phrase une citation que je garde à l'esprit, qui est attribuée à Picasso sur la fin de sa vie, alors qu'il était un peintre extrêmement reconnu, un des plus grands peintres vivants connus à l'époque, et un de ses étudiants lui demande: pourquoi est-ce que vous vous levez encore tous les jours et pourquoi est-ce que vous venez à votre atelier pour peindre alors que vous êtes ce grand peintre? Et Picasso aurait répondu: parce que quand l'inspiration viendra, je veux qu'elle me trouve au travail. Lee, how do you feel about discipline, Lee? That is what I was going to say. That it is always wonderful to talk to young audiences in schools or universities. It is great because you have the passion, the energy, the enthusiasm. But it might not happen for you straight away. In fact, it probably won't. But what you can do every single day to prepare yourself to be a writer is to be a reader. Read, read, read. That is what you need to do now before you become a writer. So, and when you leave school or university, you read, 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 but you're probably going to have another job initially. We all did. We all were something else before we became writers. And when you do a job, for instance, Jojo and Ken worked in journalism. I worked in television. These are jobs that you will acquire good habits, you will acquire discipline, you will become organized. And so that when it is time for you to become a writer, which might be 5 years from now, might be 10 years from now, in my case, it was 20 years since I left college that I became a writer. You have acquired the discipline of going to work every day, of understanding that writing is a job. Oui, alors, j'allais en parler de la discipline. C'est vrai que ce qui est formidable quand on parle en fait à un public de jeunes, c'est qu'il y a toujours de la passion, de l'énergie, de l'enthousiasme. En même temps, voilà, vous n'allez peut-être pas tout d'un coup arriver à être écrivain, comme l'ont dit mes collègues, mais il y a une chose en fait qu'il faut absolument faire avant d'être écrivain, avant que vous ne soyez peut-être un jour écrivain. Et cette chose-là, vous devez la faire tous les jours, et ça, c'est lire, lire, lire. Et lorsque vous allez quitter
l'école, l'université, vous allez sans doute avoir un boulot. On a tous eu, nous ici ce soir devant vous, un autre travail avant d'être écrivain. Ken et Jojo étaient journalistes, moi j'ai travaillé dans la télévision. Hein. Mais ce premier boulot, il sera très important parce que c'est là que vous allez prendre des bonnes habitudes, c'est là que vous allez acquérir une certaine discipline, c'est là que vous allez apprendre à vous organiser. Et ça veut dire que lorsque le temps pour vous d'écrire viendra, peut-être ça sera dans 5 ans, peut-être ça sera dans 10 ans, dans mon cas personnel, hein, ça a seulement été 20 ans après mon départ de l'université, et bien à ce moment-là, vous serez prêt. Vous pourrez donc avoir la discipline d'aller travailler tous les jours et vous pourrez, vous aurez compris que être écrivain, c'est un véritable travail. So that I know that my public image is very relaxed. I look like a wastrel and a stoner, and I absolutely am. But I am incredibly disciplined. This is a job. I treat it with great respect. I work hard, and I think that there is no successful writer who does it by accident. Nobody sits around waiting for the muse to strike, because if you do, it won't. Oui, alors, bon, maintenant que mon image publique est assez installée, alors c'est vrai que j'ai l'air comme ça, très décontracté. Mais non, en fait, je suis très disciplinée, je traite mon travail avec beaucoup de respect, je travaille dur et je crois que tout écrivain qui a du succès est quelqu'un qui travaille dur, forcément. On ne s'assoit pas tout simplement à attendre que la muse arrive, parce que de toute façon, si c'est ce que vous faites, elle n'arrive jamais. Thank you, Anthony, for your 3 questions. I think we'd better just have one question from your colleagues, because I want to leave time for the audience also to ask questions. So one question, please, from Deandra Ferreira de Lima. Well, hello. It's a pleasure to be here with such fantastic authors. My question is actually about translation, because you are all worldwide known, and so it implies that your works have been translated everywhere in Europe, but also in other continents. And I know translation is a fundamental tool to create exchanges between the countries and continents, but it also implies that there might be some differences in the narration eventually when you translate. And I would like to know, how do you feel personally about the translation of your work? What do you think are the enrichments, but eventually the drawbacks that translation might bring? Lee, you have strong feelings about translation. Alors, juste rapidement, voilà, la question portait sur la traduction. D'abord, c'est un grand plaisir de vous avoir là. Vous êtes tous des écrivains dont les livres sont traduits partout en Europe, mais aussi dans d'autres pays du monde. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensez de la traduction, parce que quelquefois, voilà, la traduction peut impliquer des changements dans le récit, peut-être aussi que quelquefois la traduction va améliorer des choses, mais peut-être des fois pas. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la traduction? I love translators. I think it is the most, it is a unique art, it is a unique skill. It is almost like being a writer all over again, to translate a book from one language to another. Alors moi j'adore les traducteurs, je pense que c'est véritablement un art, une véritable compétence, et je pense que c'est aussi le travail de traducteur comme un travail d'écrivain, comme une réécriture. I think that translators are the unsung heroes of literature. They are not well enough known, they are certainly not well enough paid, and I am very proud to say that of the organizations that I belong to, we have started to give prizes for translated works that rewards both the author and the translator. Oui, et je crois que les traducteurs, en fait, sont les héros oubliés d'une certaine manière. Ils ne sont pas suffisamment connus ou reconnus, ils ne sont pas suffisamment payés, c'est certain. Et je suis très heureux de dire que l'organisation à laquelle j'appartiens, you didn't name the organization who prizes. There is Crime Writers Association in England, there is Mystery Writers of America, International Thriller Writers.
If they want me to remember, they have to respect translators, because my books are in 50 languages, and unfortunately, I only can read one of them. Alors voilà, il y a un certain nombre d'organisations auxquelles j'appartiens et dont je suis très heureux qu'elles donnent aujourd'hui des prix à la fois aux écrivains et aux traducteurs. C'est l'Organisation internationale des écrivains de romans policiers, on va dire, de l'Organisation d'écrivains britanniques également sur les romans policiers. Voilà, ils ont tous les gens qui adhèrent à ces organisations, à ces regroupements d'écrivains, doivent montrer un véritable respect pour leurs traducteurs. Je suis moi traduite dans 50 langues. Malheureusement, je n'en lis qu'une seule. Sarah Montague. Good evening. Again, thank you very much for answering our questions. We are students in human and social sciences, and we are led to occupy very diverse positions later in life in the economic, cultural, diplomatic world. And the reason behind the creation of Sciences Po Center for Writing was to stimulate our creativity and our way of expressing ourselves, skills that we can then develop in our professional careers. And I think this is a very unique pedagogical standpoint, in the sense that literature and writing are not at the heart of our studies, but still we choose one or a few courses from the center. And I was wondering, what do you think of this specificity, this vision of creative writing as an engine in every field of work? What is the importance of writing in the professions that we are going to embrace? Yes, please. Alors, je résume rapidement la question qui porte sur le rôle particulier de cette école d'écriture ici pour des étudiants donc, qui vont embrasser différentes carrières dans le champ social, des sciences humaines, etc. Quel peut être justement le rôle de ces ateliers d'écriture et de ces écoles d'écriture comme stimulants et comme outils et comme compétences pour toutes sortes de métiers, ceux que vont embrasser les étudiants de Sciences Po? I think it's essential because what we know is that the more people read and the more we stand in other people's shoes and learn about everything that matters and then put our own creativity at the heart of it, the more likely it is not only that we will express ourselves and win hearts and minds, but we will be better at listening to other people's points of views. C'est absolument essentiel parce qu'on sait très bien que plus on lit, plus on est capable de se mettre dans les chaussures des autres, de se mettre à la place des autres, et on apprend quelque chose d'extrêmement important. On apprend à placer la créativité au cœur de ce qu'on fait, mais surtout, on apprend non seulement à être capable d'exprimer ce que nous, on veut et ce qu'on peut avoir nous dans notre cœur, mais surtout, on apprend à écouter les autres. And the most important thing we all know, and it's why we're here, words matter. Words change things. And if you work in the area of historical fiction, which I do, and so I am looking back at the past and I am writing about faith and the consequences of faith and war and the consequences of war, what stops a conflict? It's always, in the end, the words that stop the conflict. It's the people coming back to the table and deciding that the only way forward is to speak. So the importance of being able to express yourself and to understand that you can change people's minds because of how you say things, because of how you write things, is the one thing that will save us all. On est tous convaincus ici que les mots comptent, que les mots ont énormément d'importance pour quelqu'un qui écrit de la fiction historique comme moi. Ce que je fais justement, c'est d'explorer le passé et d'explorer la foi, les conséquences de la foi, d'explorer la guerre, les conséquences de la guerre et qu'est-ce qui met un terme à ces conflits. En fin de compte, ce sont toujours les mots. C'est toujours le moment où on finit par revenir à la table et par décider d'utiliser les mots pour discuter. Et donc, si on comprend ça, si on comprend l'importance des mots pour être capable de s'exprimer, aussi pour être capable de changer les esprits, c'est comme ça qu'on pourra tous se sauver. Eva Nelson. Hello all, thank you so much for coming today. My question sadly brings you back to the subject of Brexit. Sorry to bring it back again. Boo! No, sorry. But here goes. So
It seems that the UK is presently in a fairly ambiguous time warp, I would say. It's caught in a Brexit-born, prolonged state of uncertainty that also strains and aggravates the stress of everyday life, I would say. Therefore, readers across the UK and beyond find a different approach, perhaps, to time in your own work. What is your take on the place of fiction, especially your own, as a rest stop or refuge from, or perhaps reflection of the present pace of life? Alors, donc une question qui revient malheureusement sur le Brexit. On a l'impression qu'actuellement, il y a en Grande-Bretagne une espèce de distorsion temporelle. Je voudrais savoir comment vous avez le sentiment, en fait, que la fiction peut être d'une certaine manière un espèce de refuge, un moyen de faire une pause, voire même de réfléchir sur le rythme actuel des choses. I work in Hollywood quite a lot, and I think that the thing that I've found over the last couple of years, which has fascinated me, is the appetite for feel-good stories. And in fact, in Sweden, where I'm also published, they have a whole genre now called feel-good fiction, which slightly makes my toes curl, but there you go. And, sorry. Oui, alors je dirais que je travaille à Hollywood pas mal, et depuis quelques années, ce qui m'a frappé, c'était l'appétit, en fait, pour ce qu'on appelle aussi en bon français les feel-good stories, des histoires qui nous permettent de nous sentir bien. En Suède, où je travaille, où je suis également publiée, il y a carrément un genre littéraire qui vient d'être baptisé feel-good stories. Personally, it doesn't change what I write, but I do find that getting lost in a book becomes more important as a refuge. Like many people, I go through reading droughts where I feel like I'm just too busy to read, which I know is ridiculous for someone who does it for a living. But quite often, I will get a few months in and realize that I haven't read a whole book for ages. And not long ago, I sat down one day and I read a book from start to finish. And the thing that really struck me afterwards was I felt like I'd had a holiday. And I think that's what reading does in a way that no other genre does. And it's certainly you don't get it from flicking through your phone for 2 hours, which is what most of us now do. So I would say, I don't know if the content is going to be different, but I think as a refuge, if you consider books a refuge, there's nothing better than to get lost in somebody else's book for a day. Yeah. Oui, c'est vrai que ça ne change pas forcément peut-être ce que les gens vont écrire, mais c'est vrai que cette idée de se perdre dans un espèce de refuge, c'est quelque chose qui me paraît assez juste. Et c'est vrai que quelquefois, je me dis « Oh là là, mais tu n'as pas lu depuis X temps », ce qui est quand même assez incroyable pour quelqu'un qui vit de la littérature. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai finalement, puisque j'avais fait cette constatation, j'ai passé une journée à lire un livre du début à la fin. Et ce qui était absolument incroyable, c'est que lorsque j'ai refermé le livre, j'avais vraiment le sentiment d'avoir pris des vacances. Donc, je crois que ce genre de sensation, de sentiment, c'est sûrement pas ce qu'on aura en tapotant sur notre téléphone, ce que la plupart d'entre nous font, mais je crois que vraiment le livre comme refuge, c'est quelque chose de tout à fait unique. Now it's your chance. Questions from the audience. Oh. C'est à vous maintenant. C'est à vous maintenant. Hello. I was wondering, you talked a little bit about the importance of reading to become a writer. How did becoming writers change your perspective as readers, precisely? Thank you. Good question. Donc, comment est-ce que le fait d'être devenu écrivain a changé votre rapport à la lecture, puisque vous avez mentionné le fait de lire comme très important pour devenir écrivain? You'd think, wouldn't you, that I would know what was going to happen in the book, but I never do. I never know who did the murder. I never know how it's going to end. On pourrait croire qu'on va savoir forcément ce qui va se passer dans un livre, mais en fait, jamais. Moi, je ne sais jamais qui est l'assassin, je ne sais jamais comment ça va finir. And sometimes I read a scene and I think, the author really didn't get the most out of that scene. I could have done that better.
Ça m'arrive aussi parfois de lire une scène et de me dire vraiment l'auteur n'en a pas tiré le maximum, j'aurais pu faire mieux que ça. And then, of course, sometimes I read a scene and I think, this is so good. Why didn't I write that? Et parfois, évidemment, aussi, je lis une scène et je me dis, ça, c'est tellement bon, pourquoi est-ce que c'est pas moi qui l'ai écrit? And the book that I think I should have written most is The Silence of the Lambs. What a terrific story. The most horrible villain in all of fiction, I think. Le livre que j'aurais vraiment dû écrire moi, je pense, celui que j'aurais vraiment plus voulu écrire, c'est Le Silence des agneaux, avec le méchant le plus atroce de toute la fiction. So I read with this mixture of envy and superiority. Donc je lis avec un mélange d'envie et de sentiment de supériorité. But I always enjoy it. Who's got another question? Mais j'y prends toujours plaisir. On peut passer une question? Thank you so much for being here tonight. I have a question for you guys. You said that it's so important to read to become a good author. So I was wondering what books made you want to write? Toujours sur vos lectures, quels sont les livres qui ont fait de vous les écrivains que vous êtes? Sure. Actually, it wasn't a fictional book that made me want to write. It was the Penguin Book of Reportage, which is an astonishing compilation of first-hand witness accounts from, I don't know, Vesuvius erupting to a woman who had her breast removed while awake for breast cancer in the 1700s. Merci, Robert. And then stories from the modern day. But what really struck me was the storytelling in every single one. It was so vivid. You were pulled into things that you didn't think you were necessarily going to be interested in. And I recommend it to everybody as just a fascinating, I don't know, to transplant yourself into a million different worlds in the pages of an anthology. I don't think it can be bettered. Oui, alors le livre qui m'a le plus inspiré, c'est le livre Penguin, du nom d'un éditeur, des reportages. Et c'est une compilation de textes qui datent de toutes les époques et qui sont des témoignages directs. Alors ça va de l'éruption du Vésuve à une femme qui raconte comment au XVIIe siècle, elle a eu un sein enlevé en raison d'un cancer. Il y a aussi des histoires, bien sûr, contemporaines, mais ce qui m'a vraiment frappée, c'était la qualité, en fait, de la narration dans toutes ces histoires. C'était la manière dont tout était tous les récits étaient extrêmement vivants, comment vous étiez littéralement aspiré par ces histoires-là, même si elles ne portaient pas nécessairement sur des sujets qui vous intéressaient au préalable. Comment vous pouviez tout simplement être immergé directement dans des temps qui étaient très différents du vôtre et des histoires très différentes. I think we have time for one more question. Hello, this is a great exchange. Thank you very much. I'm Irish and living in France. I'm actually a mature student at Sciences Po. The narrative that was spun around Brexit surely, created where we are today. But I just wanted to give you a message, which is that the light will always be on, and you'll always be welcome back. Thank you. Thank you. Donc ce n'était pas une question, mais un message dans la perspective du Brexit. La lumière sera toujours allumée et vous serez toujours les bienvenus pour revenir chez nous. Well, that wasn't really a question, so maybe we'll have one more. Bonsoir. Pardon, je vais poser ma question en français, si vous permettez, mais c'est pour mieux parler d'Europe. Vous avez fait une tournée dans plusieurs villes. Vous la finissez apparemment à Paris. J'imagine que vous n'avez pas croisé uniquement des gens... Je vais revenir au Brexit aussi, je suis désolé. J'imagine que vous n'avez pas croisé uniquement des gens qui sont opposés au Brexit comme vous l'êtes et comme on l'est peut-être majoritairement en France, puisque des populistes, des nationalistes, des gens qui raisonnent avec des frontières, des gens qui veulent du Grexit, du Frexit, du Brexit, il y en a dans ces pays-là. Quand vous rencontrez des gens qui sont en faveur du Brexit, quels sont vos arguments et plutôt vos contre-arguments? Yes, I mean, what is so difficult in the UK at the moment is that because the atmosphere is so toxic,
and it has released a great deal of anger and ugliness in the public space. The people who want Brexit and the people who do not can no longer hear each other. En fait, ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui dans la situation au Royaume-Uni, c'est que l'atmosphère est tellement toxique qu'elle a libéré énormément de colère et énormément aussi de laideur en fait, dans l'espace public, et que ceux qui sont pour ou contre le Brexit ne sont plus capables de s'entendre. But one of the things that has been missing has been clear factual evidence. Much of the campaign has been about an England that existed a very long time ago, without any truth to what it means to live in the modern world and within the world of technology, which changes everything. Une des choses qui manque aujourd'hui, par contre, ce sont des éléments factuels. C'est-à-dire que l'essentiel de la campagne s'est fondé sur l'idée d'une Angleterre qui aurait existé autrefois, mais pas du tout sur la vérité de ce que ça signifie aujourd'hui, la vie dans le monde moderne, avec aussi les technologies qui ont fait changer énormément de choses. So obviously, I would say this, wouldn't I? But I think as novelists, strangely at the moment, the truth is more likely to be found in fiction than it is in the newspapers. Because when people pick up a novel, they go into it with their hearts open. They don't go in with preconceived ideas. And sometimes a novel helps you to stand in other people's shoes, as we've said. But I think that is often the way, not just fiction, but theatre, choreography, dance. Sometimes it's easier to have the dialogues about changing people's mind through the creative arts than it is through a media that is poles apart now. Thank you, Kate. Et c'est évidemment, ça ressemble tout à fait à un écrivain de dire une chose pareille, mais aujourd'hui, quand on est en quête de la vérité, on est plus susceptible de la trouver dans des œuvres de fiction en fait, que dans les médias, dans les journaux, parce que quand on prend un roman, on le fait avec une approche, un cœur beaucoup plus ouvert, en fait, un esprit beaucoup plus ouvert, pas forcément avec autant d'idées préconçues, et parce que je le disais auparavant, ça nous aide beaucoup à nous mettre à la place des gens et à mieux comprendre les autres. Et je crois que c'est vrai aussi des autres arts créatifs, comme le théâtre, comme la danse, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est davantage un lieu qui permet d'avoir un débat, d'avoir un dialogue extrêmement difficile que dans l'espace médiatique extrêmement polarisé. And to finish, we are each going to talk about an object that sums up Europe for us. Pour conclure, nous allons tous les quatre aborder chacun un objet qui pour nous résume l'Europe. Jojo. Well, mine is a pair of shoes. I haven't brought them with me because I had them when I was 10 years old. I had a great aunt who lived in Rome, and she took me to the Via Condotti, which is a very beautiful shop, a bit like Bond Street in London. And she let me buy a pair of shoes, and these were the most beautiful shoes I had ever seen. They were navy blue, very soft leather, very narrow. They were the softest, most beautiful things. And in England, I had to wear a thing that, I don't know if you guys knew it, but it's called Clark's shoes, which are ugly. And you had a machine that measured your feet, and then they just brought whatever shoes were kind of going to fit your measurements. And I hated them. And so I brought home these beautiful shoes. But what I hadn't told my mother was that the only pair they had left in the shop was one size too small. And I bought them anyway, and then spent the next 6 months with my toes curled over like that. But for me, Europe immediately became associated with beauty, with something elegant and unattainable in England, and also a great deal of pain. Alors, en fait, mon objet à moi, c'est une paire de chaussures. Je ne les ai pas amenées avec moi parce qu'en fait, c'est des chaussures que j'ai eues quand j'avais 10 ans. J'avais une tante alors qui vivait, une grande tante qui vivait à Rome, et elle m'a emmenée en fait dans cette Via Condotti qui est l'équivalent de Bond Street à Londres. Et elle m'a offert une paire de chaussures qui était bleu marine, qui étaient des chaussures étroites, avec un cuir incroyablement doux, incroyablement souple. Et à l'époque, en fait, en Angleterre, on ne trouvait que ces chaussures, en fait, qu'on appelait un peu chaussures sabots. Donc, tout simplement, vous alliez dans un magasin, on mesurait votre pied et puis on vous sortait la paire qui correspondait le mieux à la taille de votre pied.
Donc la seule chose, évidemment, je suis revenue très fière avec ces chaussures, la seule chose que je n'ai pas dit à ma mère, c'était que la dernière paire qui restait de ces merveilleuses chaussures, elle était une taille trop petite pour moi. Donc les 6 mois suivants, je les ai passés avec ces chaussures aux pieds, avec les orteils totalement recroquevillés à l'intérieur. Ce qui fait que dès lors, l'Europe a été pour moi, je dirais, l'image de la beauté, de l'élégance, d'une élégance inatteignable à l'époque en Grande-Bretagne, mais aussi le signe de la douleur. Kate, your necklace. Yes. It was only when we started doing the tour I realized bringing a really small necklace was a rather stupid thing to do. C'est seulement quand on a commencé la tournée que j'ai réalisé que c'était un peu idiot d'avoir choisi un collier aussi petit. However, it's a symbol of a labyrinth. And for me, this is absolutely the symbol of how stories travel all over the world, and they're carried in the ships and on the backs of the soldiers and the women and the men who travel the world. And my first novel that was published in France was called Labyrinthe, and I was fascinated by the fact that labyrinths, of course, come from the ancient world, from, particularly Knossos and Crete and all of these places. But in the medieval times, labyrinths were built all over Europe as a symbol of Christianity and of pilgrimage. Donc en fait, ce collier porte un symbole de labyrinthe qui, pour moi, raconte la manière dont les histoires voyagent, dont les histoires ont voyagé dans les cales des bateaux, sur le dos des soldats et tous les voyageurs du monde. Labyrinthe, c'est aussi le premier roman qui a été publié en France, le premier de mes romans qui a été traduit à l'étranger. Le labyrinthe, évidemment, ça vient de l'Antiquité. On pense à la Crète, on pense à Knossos, etc. Mais ce que j'ai aussi découvert, c'est qu'au Moyen-Âge, on construisait partout des labyrinthes qui étaient des symboles de la chrétienté et des symboles du pèlerinage. But the most fascinating thing for me as someone who writes about French history is that more labyrinths were built in France, in particular in northern France, than all of the rest of Europe put together. Everyone knows, of course, Chartres, but there's Amiens, there's Reims, there's many other places. And so when we were filming for my novel Labyrinth, the film company gave me this, and it was presented to me by the actor John Hurt, who was playing the lead character. And for me, this will always mean Europe, and this will always mean the stories and the mystery of why most of the labyrinths in Europe belong to you. Et ce qui est de plus fascinant, en fait, c'est que en écrivant sur l'histoire de France, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit au monde où il y avait plus de labyrinthes que la France, et en particulier le nord de la France. Alors, on connaît la cathédrale de Chartres, mais il y a aussi Amiens, il y a aussi Reims. Et alors qu'on filmait justement l'adaptation de mon roman Labyrinthe, et c'est en fait la compagnie de production, la société de production qui m'a offert ce médaillon par l'entremise de John Hurt, qui jouait le rôle principal. Et donc pour moi, ce médaillon symbolisera toujours l'Europe, il symbolisera toujours la circulation de ces histoires, et puis le mystère de savoir pourquoi vous, les Français, vous avez tellement de labyrinthes. Lee. Well, I have 2 objects, and I carry them with me always. Alors moi, j'ai 2 objets que je porte toujours avec moi. One is my leg, and one is my arm. L'un est ma jambe et l'autre mon bras. And they stand in stark contrast to my family's history. Et ils sont très en contraste avec l'histoire de ma famille. The first and indeed the only time my grandfather left Britain was to fight a war in Europe, and he returned home without his leg. Et donc, la première fois que mon grand-père a quitté la Grande-Bretagne, il est venu se battre en Europe et il est rentré en Angleterre sans une de ses jambes. He lived the next 63 years in pain and discomfort. Et donc, il a passé 63 ans à souffrir et à être très gêné. The first time my father left Britain was to fight a war in Europe. Et la première fois que mon père a quitté la Grande-Bretagne, c'était pour se battre en Europe. And he returned home with a damaged arm and lived the next 71 years in pain and discomfort. Et il est rentré donc dans son pays avec un bras qui était abîmé, et pendant 71 ans, il a vécu avec des douleurs et de la gêne. The first time I left Britain was to go on holiday in France, to a camp full of 12-year-olds like myself from all over Europe,
They were instantly my friends. Many of them remain my friends, and I hope they will be my friends for however much longer I have to live. Et moi, la première fois, en fait, que j'ai quitté la Grande-Bretagne, c'était pour venir en Europe dans un camp de vacances. J'avais 12 ans. Il y avait des enfants qui venaient de partout, qui instantanément sont devenus mes amis. Beaucoup d'entre eux le sont restés et j'espère que ceux-ci le resteront jusqu'à ce qu'il me reste à vivre. This, for me, is the reality of Europe, and I am so bitterly disappointed at what Britain is doing right now. C'est pour moi la réalité de l'Europe et je suis évidemment extrêmement déçue de ce qui se passe actuellement et de ce que fait actuellement la Grande-Bretagne. Mon objet européen. Oui. Une bouteille de vin. Le meilleur. And of course there is a story about this bottle of wine. Bien sûr, il y a une histoire au sujet de cette bouteille. There was a young Danish man called Peter Sissek who worked in France, in Bordeaux, as a young man at a vineyard. And he wanted to be a winemaker. But of course, he could not afford to buy a vineyard in France because it was too expensive. Il y avait un jeune Danois, Peter Sissek, c'est ça, qui est venu travailler tout jeune à Bordeaux dans un vignoble et qui rêvait de devenir vigneron, mais bien sûr n'avait pas les moyens d'acheter un vignoble en France, ça coûte très cher. So he bought a vineyard in Spain, in the Ribera del Duero, and he began to make wine. And he was very successful. And he makes this wine called Pingus, which may be one of the best wines made in Spain, and it is certainly the most expensive wine made in Spain. This bottle costs 1,000 euros. Donc il s'est installé plutôt en Espagne, dans le Ribera del Duero, où il a eu énormément de succès avec son vin. C'est sans doute un des meilleurs vins espagnols, c'est en tout cas l'un des plus chers, puisque cette bouteille vaut 100 euros. And as this... 1,000 euros. 1,000. 1000 euros, pardon. Oui. 1000 Très bien. And as this is the last night of the friendship tour, we are going to drink this. Pour fêter la dernière soirée, on la boit ce soir. So now we say thank you, merci de venir. Thank you for your questions. It has been such fun talking to you all. And let's hope that our friendship will continue. Thank you. Thank you. Merci à Ken pour le tour. Wow. Yeah. Oui. Merci. Merci beaucoup.